Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Clément Alteresco, CEO et fondateur de Morning et cofondateur de Climate House. Clément, bonsoir. Bonsoir Amandine. Ravi de te recevoir. Si on parle culture et que je te demande en 3 mots de nous expliquer un peu quel est l'ADN de Morning notamment et comment tu arrives à le faire vivre dans l'entreprise. Alors en 3 mots, ça va pas être simple. Alors si je dois résumer en 3 mots, on va dire confiance et confiance. Tu vois, comme ça c'est facile à retenir. Et mais c'est vrai que j'étais un jour sur mon vélo à Paris et je me disais qu'est-ce qui résume notre culture ? Et c'est vraiment ce mot confiance. Et si tu le déclines, c'est confiance dans l'équipe, confiance dans les clients et confiance en soi. Et ça, c'est un bon résumé de ce qu'on essaye de véhiculer d'une façon générale dans la boîte. Et comment justement tu arrives à le faire rayonner, que ce soit au sein de l'équipe, mais aussi au sein des différents sites, et que chaque client incarne justement cette culture et cette confiance? Alors c'est quelque chose qui doit être complètement incarné dès le départ. La confiance, elle se décline d'abord sur le fait de dire aux gens qui arrivent chez nous, qui sont des nouveaux salariés, qu'on va accepter qu'ils fassent des erreurs, qu'on va leur donner beaucoup d'autonomie, et que leur job, c'est pas de suivre les instructions à la lettre, mais c'est d'être un acteur de l'entreprise, de la valeur qu'ils créent, et qu'on attend d'eux qu'ils prennent en autonomie, qui nagent sans les petites bouées très vite dans la grande piscine, et que c'est ok de pas savoir. En revanche, c'est pas ok de pas demander quand on sait pas. Donc c'est plein de séries de bonnes pratiques et de petites tips qu'on leur donne au quotidien, et en fait très vite dans la machine, ils commencent à comprendre qu'en fait c'est normal de pas savoir, que c'est ok de demander, que on a confiance en eux, qu'on les pousse, et voilà. Donc ça va pas à tout le monde. Il y a un côté aussi un peu déstabilisant quand on n'a pas cette capacité à prendre des initiatives, à se prendre en main, et c'est vrai que ça va pas à tout le monde, et en fait il y a un tri très vite entre des gens qui ont plus besoin d'être drivés, d'être coachés en permanence et qui sont pas adeptes de cette façon, et donc ça nous aide, ça aide, et puis c'est ok en fait, donc voilà. Mais c'est une culture assez spéciale, et c'est vrai que je me rappelle d'une personne qui me faisait un feedback 2-3 mois après son arrivée, qui était un archi, à qui quasiment la première semaine on a donné les clés d'un 3000 m² en lui disant vas-y, t'as tous les travaux à faire, t'as 2 mois, donc bon courage, et c'est parti quoi. Et après, il me faisait son feedback en me disant mais ce soir-là j'ai taffé comme un malade, je pensais que j'y arriverais jamais, et en fait parce que avec toute l'aide de la boîte et tout ce qu'on sait déjà bien faire, il avait tout ce qu'il fallait pour y arriver, et en fait il s'en est très bien sorti. Mais c'est vrai que ça, au début, donne un petit peu le vertige, qu'on te fasse confiance aussi vite, alors que t'as pas encore prouvé quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et comment ça se fait justement cette, je dirais, réverbération en fait de cette culture? Parce que là tu dis quand on arrive, mais comment justement ils arrivent à sauter dans ce grand bain? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a du social learning ou d'autres choses qui se passent? Ouais, alors on a renforcé au fil des années la morning school, comme on l'appelle. Donc il y a plein de métiers chez nous, mais il y a un tronc commun qui est devenu de plus en plus gros, qui, il me semble, maintenant dure au moins une semaine, voire 15 jours, où on passe par différents métiers, on a pas mal d'ateliers pour apprendre
la culture, les outils, comment on bosse chez Morning. En fait, une culture de boîte, c'est vraiment comme une culture d'un pays. En fait, t'apprends une langue, t'apprends des comportements, t'apprends à dire bonjour. Tu vois, dans des boîtes, tu fais la bise, dans des boîtes, tu serres la main, tu check. Chez nous, en fait, on se dit bonjour comme ça. Salut, mais on serre pas la main pendant 3 heures. Ça, c'est une culture. Et chez OnePoint, je sais pas comment on dit bonjour chez OnePoint le matin. En fait, c'est assez drôle parce qu'en fonction d'une communauté à l'autre, on se dit pas bonjour de la même manière. Voilà. Peut-être que chez nous aussi, il y a peut-être des trucs que je ne connais pas, mais en tout cas, le plus classiquement, c'est il y a un bonjour comme ça à l'oral, mais il y a pas de. Et donc ça, c'est une culture, et donc ça se partout dans comment tu vas travailler, comment tu vas t'écrire sur Slack, sur les outils. Donc il y a une façon de travailler que les gens adoptent, et c'est génial d'avoir le retour de quelques mois après, où souvent les gens qui ont bossé pas mal dans d'autres boîtes te disent c'est hallucinant la différence de culture qu'il y a chez Morning par rapport à ce que j'ai connu. Et donc ça, c'est hyper gratifiant, parce que souvent les gens se disent non, mais c'est un peu bullshit votre truc à la confiance là, dans le pays des bisounours. Et en fait, quelques mois après, ils ont complètement adhéré au truc. Et je crois que tu me disais comment ça se pérennise. C'est en fait les gens qui, une fois qu'ils l'ont adopté, qu'ils ont pris le truc en main, deviennent les premiers ambassadeurs, parce que ça a des vertus, on va dire la confiance, l'autonomie, dans la qualité de l'implication et de la qualité du travail que les gens fournissent, qui est, je pense, bien meilleure que si on est un petit peu plus désintéressé, un peu moins impliqué, quoi. Et justement, du coup, cette expérience collaborateur, elle a quel effet sur l'expérience client? Comment ça se répercute en fait de l'un à l'autre? Ça se répercute bien. C'est une très bonne question. Je dis souvent qu'en fait, notre plus grande qualité, c'est qu'on est sympa. Et que on vend la bonne journée de travail. Notre métier, c'est que les gens passent une bonne journée de travail. On fait des espaces de bureau, du coworking, donc les gens viennent travailler dans nos espaces, et donc on veut qu'ils passent une bonne journée de travail. Et donc il faut aussi que les gens chez nous, les Morning People, passent une bonne journée de travail. Et la bonne journée de travail, c'est le sourire, c'est le fait d'être sympa, de sentir que c'est chouette. Le boulot, c'est pas une corvée. Et donc, être sympa, c'est un must-have du quotidien. Sentir qu'en fait, tu vas passer une bonne journée de travail avec tes collègues, dans l'environnement dans lequel t'es. C'est plein de choses différentes, et c'est des choses différentes pour chaque personne. Y en a, ça va être pouvoir faire leur session de sport à midi, d'autres faire un super déj, d'autres prendre des cafés avec des gens qu'ils aiment bien bosser. Enfin, chacun a la définition de sa bonne journée de travail, mais le fait que ça soit quand même sympa et agréable, et qu'il y ait un truc assez commun, et sur lequel en fait on travaille. Donc c'est très sérieux d'être sympa, et ça fait partie, je pense, de ce qui ressort de notre culture, et ce qui émane de l'ambiance qu'on crée dans nos espaces. Et c'est très incarné, parce que je pense que l'équipe aime globalement bosser là où elle bosse, chez Morning, et donc ça ressort dans le quotidien, quoi. Et ça ressort avec les clients, ça ressort aussi avec les prestataires. On a des super relations avec nos prestataires. Les prestataires nous disent: vous êtes une boîte super sympa, vous payez à l'heure, on a des bonnes relations avec vous, vous essayez pas de nous marcher dessus, voilà. Et ils nous comparent par rapport à d'autres clients. Donc ça, c'est aussi, je pense, hyper important. Et ça aussi, c'est incarné, en fait. C'est juste que c'est, voilà, pas de semblant, fait pas semblant d'être sympa. Et du coup, est-ce qu'il y a des temps forts collectifs justement avec ces prestats ou avec ces clients, avec les collaborateurs? Plein de temps forts collectifs. Je dis souvent à mes équipes que les temps collectifs, aller faire des grosses soirées, picoler un peu ensemble, ça fait partie du boulot, en fait. Ça fait partie du fait de bien se connaître. Et donc, oui, y a des team building que les gens organisent. On a un séminaire annuel très sympa, on fait une grosse soirée, on fait des jeux
Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. J'ai aussi fait un truc assez marrant, c'est que ma mère a une maison de campagne à côté de Fontainebleau, et donc j'ai proposé à tout le monde de faire des team building par groupe de 20 dans la maison de ma mère, donc ça fait marrer tout le monde. Voilà. C'est plus sympa quand c'est l'été qu'on peut utiliser la piscine. Donc il y a plein de moments comme ça qu'on partage, mais le plus important, c'est que les gens soient complètement à l'aise pour prendre du temps pour déjeuner, prendre du temps pour se connaître personnellement. Moi, ce que je suis persuadé, c'est que pour bien bosser ensemble, une équipe doit se connaître personnellement, doit connaître le fait que quelqu'un est malade en ce moment, ou que quelqu'un va avoir un problème ou un truc positif. Donc, il faut connaître les gens dans leur personnalité et dans ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir bien anticiper la charge de travail et comment travailler en groupe. Voilà, donc, on est une équipe, on est un collectif. Si tu connais pas les gens avec qui tu travailles bien, tu travailleras moins bien avec eux. Pour bien connaître les gens avec qui tu travailles, il faut prendre des cafés, il faut discuter de sa vie perso, il faut voilà, avoir des temps comme ça, des espaces-temps. D'où le télétravail, si on pouvait en parler un petit peu, qui tue une grande partie de ces petits moments. Et donc, je pense que il y a beaucoup de boîtes qui reviennent sur le télétravail, notamment parce qu'elles se rendent compte que ces moments de convivialité entre salariés sont détruits par le télétravail, en partie, et du coup, ça détruit aussi cette valeur sociale et cette convivialité que l'entreprise amène entre les gens, et du coup, ça détruit aussi une partie de la productivité qui est implicite. Alors ça, c'est à plusieurs bandes, c'est pour ça qu'on met un peu de temps à s'en rendre compte, mais je crois de plus en plus fermement que le télétravail, ça doit être à petite dose, et quand on n'a pas trop le choix. Voilà, pas pour le confort, plus parce que soit parce qu'on habite très loin, ou voilà, ou qu'on a un sujet à la maison à traiter. Voilà. Flexibilité, oui, mais si on a le choix le matin d'aller au boulot et qu'on peut le faire, et que c'est juste parce qu'on n'a pas envie de se taper la demi-heure de trajet ce jour-là, là c'est un choix qui, je pense, est pas dans l'intérêt de l'aventure de l'entreprise, et qui est plutôt un choix personnel au détriment du choix collectif. Donc c'est un super débat, mais voilà, de plus en plus je penche vers moins de télétravail. Ça m'arrange, je vends des bureaux. C'est ce que j'allais dire. Je comprends l'intérêt. Et ce que j'entends aussi, c'est du coup cette proximité, comment tu la recrées avec tes clients ou avec tes prestataires, puisque tu parles aussi du présentiel. Tu vois, si tu veux que cette expérience, et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que derrière l'expérience collab et la proximité, il y a aussi des sujets de performance et de productivité. En tout cas, dans la manière dont chacun va créer un cercle vertueux. Comment tu crées ça, justement, que ce soit avec tes clients, pour que cette culture, elle sorte du cadre uniquement collab? Ouais, alors avec mes clients, c'est souvent le client classique chez Morning, c'est une boîte de 15-20 personnes qui louent des bureaux dans un espace. Je suis pas responsable de sa productivité, et je peux pas gérer son organisation et ses salariés. Moi, je ne suis entre guillemets que maître du carré dans lequel il travaille, de l'équipement, et puis des services autour, le sport, la cafette, etc. Donc j'ai un impact quand même important, notamment dans le recrutement, dans la fidélisation de ces voilà, un peu quand même dans l'ambiance, parce que si dans un espace sympa, ça peut contribuer à la bonne ambiance. En revanche, s'il a un management de merde et que il fait n'importe quoi avec ses salariés, je pourrais pas faire grand chose. Donc la bonne journée de travail, elle est limitée à ce que je peux, l'impact que je peux avoir sur les dimensions que je t'ai données. Donc je pense que, en toute modestie, elle est quand même assez limitée, parce que malgré tout, un salarié, la productivité d'un salarié, si on revient sur la conversation, qui dépend quand même pas mal de son implication dans la boîte, de la bonne dynamique, de la bonne énergie qu'il met dans son travail, etc. Tout ça, c'est quand même vachement dépendant de son N+1, avec qui il travaille au quotidien, des gens, de la culture de la boîte, de son manager. Voilà, 50% des gens qui quittent un boulot, c'est à cause de leur manager.
c'est parce que ça va pas ou ça va plus avec leur manager et qu'ils sont pas bien. Donc ça, je le maîtrise pas. Je ne suis pas responsable de la culture. Voilà, je peux contribuer quand même à l'environnement. Je suis un contenant mais je suis pas dans le contenu au quotidien. Donc ça fait partie des sujets d'ailleurs qui m'animent, c'est comment j'influence encore plus à travers du contenu, comment je fais des déjeuners avec les patrons des boîtes qui sont chez Morning et puis on discute de management, on discute de culture, on discute de plein de trucs, de stratégie, etc. Donc c'est intéressant, donc j'influence peut-être un peu par là, mais bon, ça reste limité, on va pas se mentir. Voilà. Il y a toute une stratégie aussi d'événements, notamment inspirants, qui vont essayer de proposer donc aux collaborateurs, mais aussi aux clients et à leur management. S'ils viennent. Voilà. Oui, voilà. Donc on fait des choses, on organise des trucs, on essaie d'inspirer, de donner du contenu, de faire des choses chouettes, et ça reste quand même limité à du côté, quoi, sur les côtés. Voilà. Oui, j'entends, c'est une vie collective, mais effectivement sur lequel vous pouvez influencer, je dirais, le côté visible de l'iceberg, mais pas forcément le côté invisible, j'entends bien. Voilà. Et notamment, si on regarde, est-ce que dans les choses que vous avez essayé de faire pour, je dirais, construire cette culture, pour l'entretenir, il y a eu des moments où tu t'es dit, ça a marché, c'est un super succès, c'est ce qui fait que l'expérience collaborateur et la culture de Morning, elle est forte. Et à ce moment, tu t'es dit, ça, peut-être que c'était un fail ou c'était un écueil que j'aurais dû éviter avec le recul. Alors, je me rappelle rarement des trucs que j'ai ratés parce que je les mets à la poubelle dans mon cerveau et donc voilà. Peut-être un truc marrant que j'ai mis en place qui est assez spécial, c'est que après avoir lu un bouquin sur le management qui s'appelle Reinventing Organization, j'ai décidé en septembre, après l'avoir lu pendant l'été, qu'il fallait arrêter les variables. Donc il fallait arrêter de faire des variables individuelles. Et donc j'ai passé tout le variable en fixe et puis on a décidé que j'ai un petit peu poussé, mais donc on n'a plus de variable individuelle, donc le variable n'est qu'un montant collectif divisé par le nombre de personnes. Donc c'est un variable le même pour tout le monde à la fin de l'année, dépendant de. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile pour recruter des commerciaux, par exemple, mais ça crée une puissance collective et une résilience qui est forte. Parce que les gens sont embarqués de la même façon, et puis ils ont pas des gens qui peuvent regarder en disant lui il fait mieux que moi, je suis à l'admin, je fais de la compta, lui il vend, non, en fait on a le même variable, on est dans la même équipe, on n'a pas forcément les mêmes salaires, ça c'est autre chose, mais voilà. Donc ça a été je pense quelque chose qui a été assez fondateur. Un autre truc qui est dans notre culture, qui est assez fort, qui est pas forcément facile à tenir, mais sur lequel on tient pas mal, c'est ce qu'on appelle la non-négociation des salaires. Donc, dans la culture de Morning, tu ne négocies pas ton salaire. Au départ, il y a une petite négociation sur l'entrée, évidemment, selon combien t'étais payé avant, ton âge, etc., comme d'hab. En revanche, en fin d'année, quand on a des entretiens et si t'es pas content de ton salaire, en fait on n'accepte pas qu'il y ait une négociation. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on estime que c'est les meilleurs négociateurs qui vont augmenter leur salaire. Notamment, c'est souvent les hommes qui négocient plus que les femmes parce qu'ils revendiquent plus qu'ils sont meilleurs, alors que c'est souvent pas forcément le cas. Et donc, ça crée aussi une disparité entre des gens qui juste font chier, revendiquent, versus des gens qui sont discrets et qui travaillent bien et qui sont plus humbles aussi. Donc, pour justement qu'il y ait plus de justice, c'est une culture qui s'appelle la non-négociation des salaires. Donc c'est pas évident comme ça quand tu l'expliques, mais ça prend tout son sens quand tu as bien compris et quand tu l'appliques bien. Voilà. Donc ça c'est des trucs qui sont assez forts. Et après, évidemment, le truc le plus fort, c'est le mode projet, l'autonomie qui est incarnée au quotidien, le droit à l'erreur, le fait qu'on veut pousser l'innovation, donc faut pousser les gens à faire des erreurs.
et plein d'autres petites briques comme ça qu'on a chez nous. Et je ne sais plus quelle était ta question, donc ça y est, je suis perdu dans ce que je raconte. La question, c'était justement comment vous faites en sorte d'avoir des facteurs clés de succès pour faire justement incarner, faire vivre et faire grandir cette culture, et voir s'il y avait des moments où tu t'es dit ça, c'est une chose qui a vraiment fonctionné, et d'autres qui fonctionnent peut-être un peu moins bien, même si on a entendu que dans la culture du droit à l'erreur, du coup, je résume. On garde plutôt les succès en tête. Voilà, j'estime quand même j'ai monté une boîte qui a quand même bien marché. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Et souvent, je résume notre réussite en tant qu'entreprise qui a bien grandi. On est 350 en 12 ans, c'est honorable. Et ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est deux choses. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on est une boîte dans laquelle il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Les gens se réveillent le matin et globalement, ils se disent « je suis au bon endroit, je vais bosser avec le sourire ». Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que ça crée une implication du quotidien, une envie du quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a, je pense, très bien faite, c'est qu'on a associé les gens au capital. Donc, on a donné des BSPCE, des actions gratuites, des gens ont investi aussi dans l'entreprise. Et donc ça donne une perspective long terme. Ça donne aussi un espoir de gain et aussi un sentiment d'appartenance dans l'aventure entrepreneuriale. On a un bout du capital, on n'est pas qu'un salarié. On a aussi quelque chose de plus fort, de plus incentivant à long terme. Et surtout, quand on est associé de l'entreprise, on bosse aussi qu'avec, parce que c'était tout le monde qui avait, c'est plus le cas, mais ça va le redevenir, tout le monde était associé. Donc tu peux regarder à ta gauche et à ta droite, et c'est des gens qui sont associés avec qui tu bosses. Et donc, quand tu es associé d'une boîte, que tu travailles mieux, en fait. Tu fais plus attention à la création de valeur que c'est comme quand tu loues, ou quand tu habites et quand tu es propriétaire. La maison que tu loues, tu fais un petit peu moins attention que la maison dans laquelle que tu as acheté. Voilà. Et donc, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, le court terme, l'implication, et le moyen long terme, l'incentive capitalistique. Je pense que c'est deux petites recettes qui expliquent pas mal le fait qu'on ait une boîte qui est bien réussie et qui a bien grandi ces dernières années. Oui, puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en disant le côté sympa, donc j'ai envie d'y aller le matin, et puis le côté aussi derrière, ça m'aide à être plus productif. Si en fait effectivement je suis incentivée sur la valeur que j'apporte, ça me donne envie aussi d'aller pousser cette performance pour moi-même en bénéficier individuellement, mais aussi de manière collective. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur les primes, je suppose, dans cette logique-là, où on est tous associés, et donc on récupère tout ça. Petite question, tout à l'heure tu parlais justement du fait qu'on ne négocie pas son salaire, mais du coup comment vous décidez des augmentations ? Alors, ça évolue tout le temps. C'est un autre truc que je t'ai pas dit, c'est que c'est ultra collaboratif dans le sens tous les sujets RH, les sujets de stratégie, on les partage, on est ultra transparent. Il y a très peu de choses qui sont non dites chez Morning. Tous les 2 mois, on fait une grande messe, et puis à la fin, je me pose devant les gens et je dis « Est-ce que vous avez des questions ?» Et je prends les questions anonymes et je réponds à toutes les questions. Et donc, c'était quoi ta question ? Je suis en train de faire une loupe. Ma question, c'était quoi exactement ? Ouais. J'étais en train justement de... tu m'as perdu, moi. Toi, tu vois, c'est moi qui t'ai perdu. Non, j'étais en train de te demander justement par rapport à la culture et au fait de se demander comment, sur les négociations de salaire, puisqu'on pouvait pas soi-même négocier, vous décidez des augmentations. Voilà. Tu vois, on a retrouvé notre fil, ça y est. Et donc, tous les sujets RH, comme typiquement ce genre de décision, comment on s'augmente, quels sont les avantages, c'est quelque chose qu'on fait de façon collective. Et donc, on demande l'avis de quasiment tout le monde sur ces sujets-là. Et au fil du temps, on a grandi, donc c'est évidemment à 250 plus difficile d'avoir un avis sur comment on s'augmente, mais on fait quand même plein de groupes de travail sur ces sujets-là. Et voilà. Donc, comment on s'augmente, ça a évolué. Avant, c'était moi et souvent Marie qui est DRH. Puis avec le fait de grandir, il y a des coordinateurs qui ont commencé à coordonner les équipes et qui ont été des moteurs de l'appréciation des augmentations annuelles de chaque personne. On a testé des augmentations autonomes dans des équipes pour voir comment ça fonctionnait. Pas facile, les gens ont du mal. Et on a fait une grille avec le temps d'évaluation
de est-ce que la personne méritait une augmentation individuelle spécifique, et donc on prend des feedbacks aussi de tous les gens qui bossent avec cette personne. On lui demande de prendre des feedbacks, elle. Et il y a un coordinateur qui, à un moment donné, décide avec les RH, en fonction d'un budget, est-ce que déjà il y a une augmentation de base, normalement. Normalement, enfin, l'idée, c'est quand même, il y a une augmentation de base, et puis après, c'est est-ce que la personne a une augmentation individuelle spéciale qui va dépendre d'une surperformance en fonction d'une grille de performance qui est vachement liée aussi à la culture d'entreprise, mais aussi à la performance qu'elle a, à l'implication, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, c'est assez classique pour le coup. Et la grille de performance, quand tu parlais du coup de critères, est-ce que ces critères ils sont liés justement à la culture d'entreprise? Ouais, il y en a. Il y a tout. D'ailleurs, on l'a refaite récemment. Donc, je peux pas te dire. Si tu nous en cites un ou deux, par exemple, qui incarnent la culture. Pour moi, l'implication et tu vois. Après, c'est des trucs qui sont. Et on met 1, 2 ou 3. Tu vois, c'est donc voilà. Et après, t'as un coef, la transmission, typiquement de la culture, est un gros sujet. Oui, j'étais curieuse de voir si la confiance, justement, voilà, si vous arriviez à retraduire dans cette manière, du coup, d'évaluer les augmentations, vu qu'elles sont pas négociées ou demandées, si la culture venait aussi dans les critères comme la confiance, comme c'est un des premiers qui a dit, incarner en fait cette grille aussi. Mais on a très peu de critères de performance économique. On a très peu, je pense, par rapport à des boîtes de KPI, ok, faut que tu signes tant par mois, et donc au-dessus, en dessous, t'attends de points si t'es au-dessus de ton objectif. Donc, tu vois, un commercial qui vend des bureaux, l'équipe commerciale, on a un objectif mensuel, mais chaque personne n'a pas un objectif défini. Donc, on n'est pas en train de... Voilà, il n'y a pas une évaluation il y a peu d'évaluations chiffrées. Voilà. C'est assez spécial. Et aussi parce que la dynamique, et c'est comme ça, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut, en fait. Et les gens font du mieux qu'ils peuvent. Enfin, et on leur fait confiance parce que il y a toutes les autres raisons que j'ai citées qui font que en fait, ça se voit en fait quand tu fais du mieux que tu peux. Oui, puis les résultats sont bons, et si de toute façon tout le monde est indexé aussi à titre d'association. Exactement. Donc il y a d'autres moyens en tout cas de pouvoir... Mais donc c'est un effort collectif. Et puis t'entends quelqu'un qui performe un peu moins bien parce qu'on le sentirait un peu fatigué, d'autres fois voilà. Donc on crée un esprit d'équipe qui fait du mieux qu'il peut. Et puis de temps en temps, t'as juste la macroéconomie qui est mauvaise, comme c'est le cas en ce moment. On fait quand même une année pas terrible. Parce que nos clients tirent la gueule parce qu'il y a pas c'est dur quoi. Donc en fait ça c'est indépendant de ta volonté, et donc même si tu travailles très bien, impossible, nul n'est voilà. Et chez Morning, vous avez quand même un certain nombre de métiers, voire même de ramifications que vous avez pu ajouter. Du bureau, on a parlé, mais on a parlé du design et de l'architecture. On pourrait parler de food aussi, par exemple. On pourrait parler de mobilier. Comment vous faites pour du coup s'assurer que tous ces personnes-là, qui sont sur des sites aussi très différents, qui ont des métiers parfois totalement différents, à un moment, justement, se recroisent, se retrouvent, et qu'il y ait cet ADN? Donc j'ai bien compris, effectivement, la Morning School, mais il y a quand même une émulation à un moment à créer, mais aussi à entretenir dans la durée. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Donc effectivement, il y a d'abord une période, on va dire, de formation, d'acculturation, d'onboarding, comme on l'appelle, qui crée quand même des trucs forts. Et après, il y a beaucoup de projets transverses. Donc typiquement, une population qui chez nous est devenue un métier assez nouveau qui s'appelle le morning manager, le coworking manager. Alors, eux, ils sont organisés en squad, donc ils sont entre 6 et 8, et ils forment des petites squads. Ils gèrent ils gèrent des mornings selon la taille. Ils sont 1, 2 ou 3 par morning. Et donc, ils se regroupent et puis ils partagent. Et donc ça permet beaucoup de transversalité, beaucoup de partage et beaucoup d'échanges qui viennent permettre de continuer à transmettre et à améliorer, à créer les meilleures pratiques. Donc c'est sûrement la meilleure et puis après il y a toutes les squads qui se regroupent, et toute une organisation qui fait que
En fait, ça parle tout le temps. Et puis après, il y a les outils digitaux. On bosse sur un outil qui s'appelle Asana, qui est un peu la colonne vertébrale de notre boîte, qui est un outil de gestion de projet où tout est transparent. Donc, si tu veux, tu peux aussi aller à un moment donné fouiller dans un projet, savoir qui est honneur, doit faire quoi, quelles sont les tâches, etc., etc. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis il y a toute l'histoire, tous les contacts, voilà. Donc ça permet de faire rentrer les gens assez facilement. Ah bah tiens, il y a ce projet-là, tu le copies-colles, tu vas voir, tu peux aller voir comment ça s'est passé. Bah il y a tous les commentaires de ce qui s'est passé avec tel prestat, ça s'est bien passé, machin, truc. Et donc quelqu'un qui veut avoir l'info, il l'a. Et donc voilà, ça permet en fait d'être ultra transversal et ultra transparent surtout. Ça contribue à garder une cohérence sur la boîte. Oui, effectivement, derrière le côté, on va dire, informel, derrière aussi cet onboarding un peu, il y a quand même des outils et des process, c'est ce qui me semblait, même si on n'en avait pas parlé. Et effectivement, les rituels là-dessus ont toute leur force, notamment dans la logique de squad, ce que j'entends. Du coup, on parle de diversité. Si on va un peu plus loin, dans ta nouvelle aventure, tu as aussi créé un projet collaboratif avec la Climate House. Comment on fait pour créer une culture, justement, quand on est 4 cofondateurs, voire même 40, si je dis pas de bêtises. 80, ouais. 80 même. Wow. Bah, pour l'instant, elle est en construction, cette culture. Donc, non, mais la Climate House, c'est un projet assez dingue. Ça a démarré avec une petite conversation à Concorde, dans Morning Concorde, avec Jack, et puis on a proposé à Claire et Lucie, qui est la présidente Lucie Bache de Too Good To Go, de nous rejoindre. Et puis à 4, pendant 1 an, on a travaillé sur le projet. On a rameuté une 50aine, puis une 30aine. Donc en gros, on est à peu près 80 aujourd'hui. 40 hommes, 40 femmes. On a créé une boîte qui s'appelle la Climate House et qui a pris un espace morning qui est rue du Caire, 39 rue du Caire, qui est l'ancien NUMA, qui en a fait son QG. Ça s'appelle la Climate House. Avec cette idée de créer un écosystème, une maison pour accélérer la transition, avec 3 grands volets: l'hébergement, le coworking, qui a une 30aine d'organisations qui ont leur bureau dans cet immeuble, l'événementiel, contenu à fond, donc il y a toutes les semaines plein de trucs qui se passent, 2-3 événements toutes les semaines avec plein de gens qui viennent, des experts, etc. Donc ça brasse de la connaissance, ça brasse et ça se connecte. Et c'est ça le plus important. C'est en fait le croisement, les rencontres. C'est un carrefour. Et le 3e volet, c'est ce qu'on a appelé pour l'instant la factory. C'est cette idée que il faut aller transformer les business models des grandes entreprises et leur faire payer évidemment très cher cette transformation, ce que vous faites très bien, peut-être à plus petite échelle et sur cette dimension, on va dire, transfo sur le climat, et stratégie d'impact. Donc, et c'est le truc le plus compliqué évidemment, cette partie factory. On a déjà signé quelques clients, on est en conversation avec d'autres. Donc c'est leur proposer des programmes de transfo autour des sujets d'impact. Donc voilà, donc 3 verticales, 2 qui sont assez simples et qu'on maîtrise bien, qui sont le coworking et l'événementiel. Je fais ça déjà depuis longtemps, mais avec une verticale. Voilà. Et puis surtout, pour que ça fonctionne, on a recruté une femme et un homme pour être co-CEO. Voilà. C'était pas aussi évident de faire ça. On les a matchés, ça fonctionne pour l'instant bien. Une équipe autour de cette paire de CEO. Et là, ils sont dans la machine à laver depuis 2 mois, puisque on a lancé le truc il y a 2 mois, début octobre, 1 mois et demi. On a fait l'inauguration il y a à peine 1 mois, et c'est juste une machine à laver de brassage, de contact, et puis avec ce qui vient de se passer avec les États-Unis, il y a encore plus besoin de ce genre d'écosystème. Donc non, je suis très content d'avoir lancé ce truc-là. C'est un aboutissement de plein de trucs. Et surtout, j'ai jamais lancé un projet avec autant de puissance sous le capot. Quand tu as 80 personnes qui ont mis de l'argent, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les 80 cofondateurs, la plupart ont mis
entre 1000 et 20 000 euros, avec un petit million d'euros de levée à 80, donc c'est quand même un peu d'argent, et surtout de l'énergie du réseau. Et quand il y a 80 personnes qui s'engagent sur un sujet comme ça, c'est fou en fait la puissance. Voilà, c'est pas la même chose que quand t'es à 3 dans ton garage et que t'essaies de monter ton truc. Là, ça envoie du lourd, et ça permet de commencer très fort. Voilà, donc c'est le collectif à son apogée, et ça c'est chouette. Donc c'est ça qui va faire aussi peut-être l'essence de la culture sur le lieu, c'est ce collectif-là aussi. Ouais. Comment vous allez justement le faire la culture, vivre, c'est la le faire collaboration. revenir. Voilà. Ouais. La culture même du truc, c'est un écosystème, donc ça se nourrit de l'énergie des autres. Et donc tu vas faire un événement, tu mets de l'énergie pour faire un événement autour d'un sujet. La Climate House le publie, amène des gens, qui dit machin, et puis après ça fait des boucles. Donc en fait, c'est un truc en mouvement, c'est une boule en mouvement et qui se nourrit des gens qui viennent s'y coller et qui viennent amener de la valeur. Donc c'est assez chouette à voir, et oui là, et donc pour que ça fonctionne, c'est 1 + 1 = 3 quoi. C'est collaboration permanente. Si c'est dans une vision du business qui peut être une vision qui existe, qui est quand tu gagnes, je perds. Là non, c'est quand tu gagnes, je gagne. Et donc c'est la collaboration et du win-win en permanence. Mais ce win-win, j'ai l'impression que c'est un peu ton fil rouge pour te connaître depuis plusieurs années. Quel que soit le projet, quelle que soit la culture, il y a toujours ce côté du cercle vertueux, du gagnant-gagnant dans le collectif. C'est un peu, je dirais, comme le point commun. Voilà, tu vois, tu m'as bien cerné. Ouais, je pense que j'arrive à faire ça. J'arrive à justement à créer de la valeur à travers la collaboration. Et c'est pour ça que je fais des espaces de coworking où il y a de la collaboration, et la Climate House, c'est sûrement une belle incarnation de ce que j'arrive à faire de bien, quoi. Donc voilà, je suis pas tout seul, je pourrais jamais faire ça tout seul, mais j'arrive à bien le lancer et à bien voilà. Donc ça, c'est chouette, et c'est chouette de le voir en si peu de temps. C'est-à-dire qu'en un an, et le départ très fort sont chouettes à voir. Je pense que toutes les personnes avec qui tu as collaboré ont toujours justement parlé d'une culture assez forte, quelle que soit l'aventure dans laquelle vous étiez. Du coup, si tu avais un conseil à donner à notre public, qu'est-ce que tu leur dirais s'il y avait public, pour avoir une culture forte justement incarnée et quelque chose qui prend, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a une émulation assez rapide, quel que soit le projet. Et qui est incarné et qui est justement dans lesquels les gens s'engagent, ils vont amener aussi leur énergie et leurs propres, je dirais, ingrédients secrets à eux aussi. C'est quoi cette petite secret sauce que tu aimerais nous confier peut-être C'est pas forcément une secret sauce, mais ce qui me semble important, et j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs ce matin, on avait un échange au réseau Entreprendre sur ces sujets de culture. Mon sentiment et mon conseil pour des entrepreneurs et d'une façon générale pour des gens qui gèrent des projets, qui doivent embarquer des gens, c'est de faire des choses qui leur ressemblent, et d'incarner et d'aller dans le plus profond de ce qu'ils sont eux-mêmes, pour pas essayer de coller quelque chose qu'ils trouvent cool mais qui ne sont pas, et donc d'être authentique. Voilà. Si t'es quelqu'un de pas drôle mais très structuré et très machin, tu joues cette carte à fond et les gens vont te suivre parce qu'ils savent que en fait t'es comme ça, et en fait ça va bien se passer parce qu'ils voient bien que t'es comme ça. Si t'es quelqu'un de bordélique et de joyeux et t'es plutôt artiste, et voilà. En fait, assumer vraiment le plus possible et incarner et être authentique me semble être la meilleure façon de créer autour de toi une bonne dynamique. Voilà, pas essayer de coller quelque chose dont tu penses être la bonne chose, mais plutôt aller chercher en toi ce qui te caractérise. Voilà. Donc ça demande aussi de se connaître, ça demande de faire beaucoup de temps sur le petit sofa avec le psychologue, tu vois, ce petit truc, Non, je rigole. Et voilà, donc voilà, ce serait mon conseil pour éviter d'avoir un décalage, en fait. Je trouve que souvent ce qui vient créer du burn-out ou des gens qui sont pas alignés et qui sont pas heureux le matin quand ils vont au travail, c'est qu'ils ont l'impression d'être
qu'il n'y a pas une authenticité dans ce qu'ils font, qu'il y a un désalignement, que voilà, que ils sont pas dans le vrai, ils sont pas dans la vérité. Donc la vérité nous libère. Je sais pas qui a dit ça, mais en tout cas moi c'est ce qui me semble être important. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Bah, forcément, chez OnePoint, ça nous parle puisque l'authenticité est une de nos valeurs. Donc, je vais pas forcément pouvoir te contredire. Et merci beaucoup Merci Amandine. pour cet échange. Bonne soirée. Bonne soirée.